Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une, l'interview, où cette fois-ci nous nous poserons la question de la considération d'œuvres d'art en tant qu'actif financier. Nous aurons le plaisir d'échanger pour cela en duplex avec Adriano Piccinatti di Torcello, Global Art and Finance coordinateur chez Deloitte. Et enfin, en troisième partie de cette émission, nous nous poserons la question, cette fois-ci dans Enjeux patrimoine, des possibilités de léguer sa fortune ou une partie de sa fortune, son patrimoine, à une fondation. Nous en parlerons avec Vincent Baudin, directeur adjoint au développement au sein de la Fondation de France. On se retrouve tout de suite dans Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau. Alors cette semaine, on va parler d'une actualité qui anime le monde de l'art depuis presque 10 ans. Cette collection Aristophile, la dispersion de cette collection s'est achevée cette semaine. Exactement, c'est en ce mois de novembre que s'achève la vente de la collection Aristophile. Collection Aristophile qui est une large collection de manuscrits qui est coordonnée par les maisons de vente Agut jusqu'à aujourd'hui. La toute première vente remonte à décembre 2017, il y a 5 ans. Et depuis, c'est 55 ventes publiques, 6900 lots, un résultat de vente cumulé de plus de 100 millions d'euros. Et au sein de ces ventes, il y a aussi eu plus de 335 préemptions par la Bibliothèque nationale de France, le ministère des Armées, l'École polytechnique, pour ne citer que. 3 lots ont été classés Trésor national et bien sûr l'un des lots le plus convoité était le manuscrit coécrit par Albert Einstein et Michel Bessot, théorie sur la théorie de la relativité, qui a jugé pour 11,6 millions d'euros en 2021. Alors on va revenir un petit peu sur cette histoire Aristophile. Sybille, d'où vient la collection Aristophile ? Alors la collection Aristophile, au départ, c'est une société qui a été créée dans les années 90. Elle proposait aux particuliers d'investir dans le marché des manuscrits, alors soit dans des parts d'indivision de collections de manuscrits anciens, soit dans des collections en cours de constitution. L'offre était très alléchante parce qu'il proposait une plus-value de l'ordre de 8% selon les contrats après un certain temps de conservation des manuscrits au sein de la société Aristophile. Et donc bien sûr cela avait attiré environ 21 000 investissants dans plus de 130 000 œuvres allant de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Cependant, l'entreprise a créé une véritable pyramide de Ponzi. Elle a été placée en liquidation judiciaire en 2015. Son président a été mis en examen pour de nombreux faits: escroquerie en bande organisée, blanchiment, présentation de comptes infidèles, abus de biens sociaux, j'en passe. Et c'est le commissaire-priseur Claude Agut qui est chargé de cette dispersion de la collection avec l'aide d'Arcurial, Ader, Drouot, Estimation. Et si l'affaire juridique est toujours en cours, la dispersion, elle, se termine. Affaire juridique et même judiciaire, Sybille. Alors, on continue avec les actualités dans le monde de l'art cette semaine. Un rapport pour mieux contrôler le trafic d'œuvres d'art a été remis cette semaine. Oui, c'est le rapport La Bourdette. Ce rapport a été remis en début de semaine au ministère de la Culture pour améliorer la sécurité des acquisitions des musées nationaux. Ce rapport a été commandé suite au scandale entachant le Louvre à Abu Dhabi en juin 2022, alors que la justice enquêtait sur l'acquisition par le musée de 7 antiquités égyptiennes. Les responsables du rapport ont surtout examiné d'abord les conditions de circulation de ces œuvres, les entrées, les sorties du territoire, mais aussi la responsabilité des acteurs du marché de l'art et puis le processus d'acquisition par les musées nationaux. Et d'abord, le premier constat, c'est qu'il manque une formation aux risques inhérents au fonctionnement du marché de l'art et à la question des provenances.
Si on regarde maintenant les évolutions, quels sont les axes d'évolution proposés par le rapport, Sybille? Alors la mission a insisté sur quelques orientations. D'abord, la mise en place d'une cellule spécialisée au sein du ministère, la création aussi d'une commission interministérielle pour les acquisitions les plus sensibles, l'enrichissement du livre de police des marchands et des commissaires priseurs, et une priorité accrue accordée par la filière répressive au trafic illicite des biens culturels, la constitution aussi d'une base de données de pièces justificatives de l'export du pays source. Le rapport propose aussi de recréer un observatoire du marché de l'art, d'accentuer les formations au sein des écoles et d'exiger une expertise externe pour les donations, donnant lieu à des défiscalisations significatives supérieures à 50 000 euros. En tout, il y a plus de 40 mesures qui sont proposées et qui sont consultables sur le site du ministère de la Culture. Et on finit, Sybille, cette chronique sur les actualités du monde de l'art avec 2 artistes qui ont été élus à l'Académie des Beaux-Arts. Tout à fait, c'était au cours d'une séance plénière du début de la semaine que l'Académie des Beaux-Arts a élu le peintre Hervé Di Rosa au fauteuil numéro 4 de la section peinture, précédemment occupé par Jean Cortot. Ce Hervé Di Rosa est le concepteur de l'art modeste. Il a créé un musée en 2007 dédié à cet art, qui expose de nombreux artistes et qui questionne sur les frontières de l'art contemporain. Et puis, la section de peinture est désormais composée de 7 fauteuils. Et ensuite, une élection concerne la photographe Annie Leibovitz, qui a été élue à l'Académie des Beaux-Arts comme membre associé étranger au fauteuil numéro 5, occupé précédemment par l'architecte sino-américain Léo Ming-Pei. L'Académie compte ainsi 15 membres associés étrangers. Et on précise, Sybille, que le Musée international des arts modestes a été créé en l'an 2007. Parce que dit rapidement, effectivement, on pourrait comprendre 2007. Merci beaucoup, Sybille, pour les actualités du monde de l'art de cette semaine. Et nous avons le plaisir de recevoir ensemble en duplex Adriano Piccinatti di Torcello, Global Art and Finance coordinateur chez Deloitte. Bonjour, Adriano. Bonjour Nicolas et bonjour Sybille. Bienvenue à distance dans cette émission Smart Patrimoine. La 14e conférence Art and Finance de Deloitte a eu lieu le mois dernier. Cela fait donc 14 ans que vous travaillez à ce rapprochement entre le monde de l'art et le monde de la finance. Est-ce que pour autant on peut dire en 2022, Adriano, qu'une œuvre d'art est peut-être considérée comme un actif financier ? Alors, je pense qu'il faut considérer que l'œuvre d'art est un actif, un capital asset, et qui fait partie du patrimoine de tout un chacun, et qui peut représenter dans beaucoup de cas une portion importante de son patrimoine, et qu'en tant que tel, il mérite également, comme tout autre actif, de le gérer en bon père de famille, d'une part pour pouvoir protéger sa valeur, ça c'est une première chose. D'autre part, éventuellement, et ça dépend un peu des pays, éventuellement le leverager, donc éventuellement avoir un prêt contre son œuvre pour faire d'autres investissements, c'est ce qu'on appelle le art secure lending. Et puis vous avez toutes les questions autour de la philanthropie, la transmission donc de ce patrimoine culturel qui également doit être pris en compte. Donc nous, au niveau de Deloitte, on encourage très fortement effectivement les familles qui possèdent des collections à avoir une réflexion proactive sur leur patrimoine, pour aussi bien toucher sur les points de protection du patrimoine, de monétisation, mais également de transfert. Mais là, ça fait déjà une dizaine d'années que que vous analysez, que vous observez toutes ces évolutions. Est-ce que vous considérez que du coup l'art est de plus en plus attractif pour certains patrimoines ? Alors, au niveau de Deloitte, nous ne faisons pas, nous, de conseils en investissement. On n'est pas donc des gestionnaires de patrimoine en tant que tels. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a une meilleure connaissance de la performance financière des œuvres d'art. On voit de plus en plus de publications sur la corrélation, la performance du marché de l'art, et ce qui amène effectivement également à la création de certaines réflexions sur l'investissement. Mais nous, en tant que Deloitte, on n'est pas, entre guillemets, là pour promouvoir l'investissement dans de l'art ou dans d'autres biens. Notre réflexion, elle est plus globale. Elle est vraiment aujourd'hui de dire que l'art et les collections peuvent représenter un patrimoine substantiel des collectionneurs, des familles, et qu'ils méritent
comme tout autre actif, une gestion à proprement parler et à être intégrée dans une gestion patrimoniale. Et je reviens donc sur ces 4 axes qui est protection, monétisation, transfert et dans certains cas investissement. Et sur la partie investissement, même si on n'est pas, nous, Deloitte, en tant que société en train de faire des recommandations, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut aujourd'hui, pour ceux qui cherchent à faire de l'investissement dans l'art, être attentif, il faut s'entourer. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Alors, effectivement, vous nous avez expliqué que ce sujet d'investissement n'était pas le sujet majoritaire. On imagine bien que quand on se lance dans l'acquisition d'une œuvre d'art, quel que soit son montant, il faut commencer par être passionné par le monde de l'art, ou en tout cas par la période dans laquelle l'œuvre a été réalisée. Vous nous avez évoqué 3 autres sujets en matière de gestion de patrimoine: protection, monétisation ou transfert. Est-ce que ces 3 critères sont égaux vis-à-vis des acquéreurs, ou est-ce qu'on constate par exemple une volonté première de protéger son patrimoine et ensuite seulement vient le sujet de transfert ou de transmission? Alors, ça dépend un peu des pays, mais je dirais que, et ça dépend également des collectionneurs. Je crois qu'aujourd'hui, la partie protection est certainement la partie dominante. Si vous êtes aux États-Unis, la partie monétisation peut être également un secteur qui va intéresser un certain nombre de collectionneurs. Le marché quand même est estimé à entre 24 et 28 milliards d'actifs sous gestion qui sont utilisés pour des prêts. Et puis viendra la partie transmission. Ce que je pense qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, étant donné que nous sommes confrontés à un transfert générationnel important de patrimoine, la réflexion de transfert de ce patrimoine de collection vient de plus en plus à l'agenda, et c'est quelque chose qui doit être notamment discuté avec la nouvelle génération, parce que comme vous pouvez bien l'imaginer, les goûts et les couleurs peuvent changer d'une génération à l'autre, et il est important de pouvoir planifier la transmission également de ce patrimoine culturel. En parlant de transmission, justement, un des thèmes forts de votre conférence, c'était la philanthropie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment évolue cette volonté philanthropique des collectionneurs ? Alors, ce qu'on constate, c'est qu'à travers les siècles, à travers les générations, le rôle des philanthropes ou leur motivation a évolué, et qu'aujourd'hui, un philanthrope qui s'intéresse au monde de la culture a clairement envie de créer un impact. Et donc ça fait partie en fait de l'ensemble ou de cette évolution au niveau de notre génération, où il y a une vraie volonté de créer un impact pour la société et en particulier la nouvelle génération. Et donc l'objectif pour ces philanthropes, c'est de pouvoir également mieux comprendre l'impact qu'ils créent par leurs activités culturelles. Et c'est pour ça que, notamment lors de notre dernière conférence à Refinance, on a mis en avant une nouvelle méthodologie pour calculer l'impact des projets culturels. Et une deuxième réflexion que l'on a essayé d'amener lors de cette conférence et qu'on peut retrouver également dans notre 7e édition du rapport à Refinance, c'est: est-ce qu'on peut développer des produits d'investissement, d'impact dans la culture, comme on le voit aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de l'environnement. Mais justement, alors est-ce que vous pouvez nous détailler cette dernière partie, investissement à impact et art, quel est le lien ? Alors, si vous voulez, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie démarche sur tout ce qui est social impact ou investissement d'impact social, qui aujourd'hui focalise, on va dire, en premier plan sur le climat, sur l'environnement. Et la réflexion, c'est de se dire, est-ce que cette même approche pourrait s'adapter également pour le secteur de la culture? On sait que la culture, depuis des années, souffre d'un certain nombre de réductions budgétaires, par exemple, mais d'un autre côté, on sait à quel point la culture est importante pour la société, notamment durant le Covid, ça a été démontré une fois de plus. Et donc, la réflexion, c'est de se demander, est-ce qu'on peut aujourd'hui et demain, avoir une réflexion pour développer des produits d'impact au niveau de la culture, comme on le fait pour d'autres sujets, je parlais de l'environnement par exemple. Et donc, au lieu d'être peut-être purement philanthropiste, est-ce qu'on pourrait voir l'émergence de venture philanthropistes dans la culture? Et on va terminer alors du coup cette interview avec une dernière question. Je sais que vous avez un prisme pour le métaverse. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les opportunités pour le marché de l'art dans le métaverse? Alors, je crois qu'on est tout au début sur le métaverse. C'est vraiment un sujet qui
à sa genèse, on va dire. Je crois que ce qui est assez intéressant, c'est ces mondes parallèles qui sont en train de se créer avec le métaverse et toutes les implications que ça peut créer pour l'ensemble des industries. Et donc, le métaverse donne aujourd'hui la possibilité pour les institutions culturelles, pour les galeristes, pour les collectionneurs, de pouvoir présenter, de pouvoir interagir avec une communauté qui est très, on va dire, technologie savvy, et de créer de nouvelles relations, de nouvelles communautés, des nouveaux modes d'engagement au niveau de la culture. Est-ce que Adriano Piccinatti di Torcello, ça va amener une évolution de l'art tel qu'il est conçu actuellement, ces réflexions que vous avez sur le métaverse? Alors, je crois que l'art a évolué à travers les siècles et il me semble que les nouvelles technologies en général, notamment l'art digital, sont des évolutions qui sont inhérentes à l'évolution du monde. Et donc, on va avoir une juxtaposition en fait des différents courants artistiques. Et je pense que ce ne va pas effacer ce qu'on a fait dans le passé. Du contraire, ça risque de le compléter, voire éventuellement de lui donner des opportunités d'être encore plus, excusez-moi d'utiliser un terme anglais, impactful, et d'être éventuellement donné la possibilité d'avoir encore un plus grand engagement au niveau du public. On constate une démocratisation effectivement du monde de l'art et donc d'avoir un plus grand engagement au niveau de la population en général pour la culture. Merci beaucoup Adriano Piccinatti di Torcello, Global Art and Finance coordinateur chez Deloitte, de nous avoir accompagnés donc à distance dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup, merci Sybille Aoudjan également de nous avoir accompagnés et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons nous poser la question du legs de son patrimoine à une fondation. Comment est-ce que cela fonctionne et quelles sont les questions qu'il faut se poser? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Vincent Baudin, directeur adjoint au développement au sein de la Fondation de France. Bonjour Vincent Baudin. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue sur le plateau. Alors il y a effectivement plein de questions qu'on peut se poser sur le mécanisme de legs à une fondation. Peut-être qu'on va commencer par rapidement définir un peu ce mécanisme. C'est-à-dire qu'en fait, dans son testament, on inscrit l'idée que son patrimoine ira ensuite à une fondation après son décès, c'est ça? Exactement, c'est ça. On inscrit dans son testament qu'on veut faire bénéficier une association ou une fondation d'une partie ou de la totalité de son patrimoine. Et puis, rappeler que les personnes qui font ça, c'est avant tout pour servir une cause qui leur est importante, qui leur est chère et qu'ils ont envie de voir grandir, servir suite à leur décès. Donc on peut choisir la cause pour laquelle son patrimoine va s'engager après notre décès, pour le coup. Tout à fait. On choisit l'association ou la fondation qui va en bénéficier et on peut lui indiquer à quelle cause spécifique on souhaite que son patrimoine soit alloué. À la Fondation de France, par exemple, comme on a la possibilité d'agir en faveur de toutes les causes, les personnes qui nous lèguent décrivent précisément qu'elles souhaitent soutenir, par exemple, la recherche sur le cancer et la protection de l'environnement. On peut faire plusieurs choses en même temps. On peut choisir plusieurs causes, effectivement, si effectivement on fait ce legs à une fondation ou une association qui a cette possibilité-là. Exactement. Ou on peut faire bénéficier plusieurs aussi. Associations, bien sûr, ou fondations ou associations. Est-ce que, c'est une question qui est peut-être triviale, mais est-ce que les fondations, les associations sont conscientes, avant que le legs arrive, qu'il va y avoir un legs qui va leur être C'est une très bonne question. Pas forcément. Quand on se parle entre les différentes organisations et associations, on constate qu'environ la moitié des personnes qui indiquent une association, une fondation bénéficiaire sur leur testament n'ont pas prévenu avant l'association et la fondation. On peut être étonné de ce choix-là et puis on peut conseiller à toutes les personnes qui font un legs de préalablement informer l'association ou la fondation bénéficiaire parce qu'on va pouvoir mieux comprendre le projet de la personne, ce qu'elle souhaite voir, la manière dont on va utiliser son patrimoine et donc pouvoir échanger avec elle avant et être sûr de bien pouvoir respecter ses souhaits et ses volontés. Donc on invite vraiment les personnes à contacter les... à prévenir quand ils effectuent un legs auprès d'une fondation. Alors, on a coutume de penser, Vincent Baudin, que
ceux qui font des legs à une fondation sont ceux qui n'ont pas d'héritier ou pas d'héritier direct. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai que pour la majorité, ce sont des personnes qui n'ont pas d'héritier, mais toute une partie, toute une part, et celle-ci est grandissante, ce sont des personnes qui ont des héritiers réservataires, des enfants. D'accord. Et donc, quand on a des enfants, on a une part réservataire, une part qui leur est dédiée, qui varie selon le nombre d'enfants qu'on a. Si on a un enfant, on doit lui réserver 50% de son patrimoine. 2 enfants, 2 tiers, 3 enfants et plus, 3 quarts. D'accord. Et ce qui reste, la fameuse quotité disponible, on peut la donner à une association, à une fondation de son choix. D'accord, donc c'est très réglementé juridiquement. On est obligé effectivement quand même de transmettre une partie de son patrimoine à ses enfants. Et ensuite, par contre, on peut décider de le léguer à une association ou à une fondation. Alors, quand on parle de transférer ou de léguer son patrimoine, quand on parle d'un contrat d'assurance vie par exemple, ou d'un compte courant, ça paraît assez évident. On parle de somme d'argent, ça passe d'un compte à un autre. Bon, tout le monde comprend le mécanisme. Quand on parle de patrimoine, quand on détient des actions par exemple sur un PEA, d'actions parce qu'on a un portefeuille avec lequel on a acheté des actions en bourse, quand on a un patrimoine immobilier ou autre, comment est-ce que cela fonctionne quand on en arrive au legs à une fondation ? Alors, je vais prendre l'exemple d'une personne qui n'a pas d'héritier réservataire pour peut-être simplifier le schéma. Eh bien, dans ces cas-là, ce qu'on va lui conseiller, c'est avant tout déjà de désigner la fondation comme légataire universel. C'est-à-dire que c'est elle qui va gérer l'ensemble de la succession. Ça va faciliter son traitement plutôt que de le ventiler directement entre différents légataires. D'accord. Donc déjà, ça va faciliter la succession. Si vous lui léguez vos comptes en banque ou un patrimoine immobilier, le légataire universel va être chargé de la liquidation de ce patrimoine. D'accord. Si c'est par exemple un bien immobilier, de la vente du bien immobilier. Et ensuite, vous pouvez décider que le légataire universel conserve l'ensemble de l'actif et de sa valeur, ou vous pouvez aussi lui demander d'en reverser une partie à un proche ou à une autre association. D'accord, le légataire universel n'est pas okay. obligé de récolter in fine 100% de la valeur de votre patrimoine. C'est lui qui va être chargé du règlement de la succession. Et vous pouvez lui demander d'en reverser une partie à une personne ou à une autre organisation. Alors effectivement, quand on parle d'actions cotées, là on imagine bien effectivement que la finalité c'est de les vendre pour ensuite investir cet argent potentiellement donc pour servir la cause pour laquelle on s'est engagé. Quand on parle de transmission d'une maison, par exemple, d'un appartement, d'un actif immobilier, est-ce que à partir du moment où on a légué à la fondation, on fait confiance à la fondation pour en faire le meilleur usage possible, ou est-ce qu'on peut mettre des conditions pour dire merci de ne pas vendre cette maison, mais j'aimerais que cette maison serve à accueillir certaines personnes ou que ce soit un lieu d'échange ou de rencontre? Tout à fait, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les charges non philanthropiques que vous allez assigner lors de la transmission. Donc, il est tout à fait possible de le faire, mais dans ces cas-là, on invite vraiment les personnes à contacter préalablement les fondations. Oui, parce qu'il ne faudrait pas que vous vous retrouviez avec 10 maisons dont vous ne savez pas quoi faire. Exactement. Et puis, si la fondation a une charge, par exemple, de transformer, vous lui demandez que votre maison devienne un centre d'accueil d'enfants placés par l'aide sociale à l'enfance, par exemple. L'idée peut paraître excellente, mais in fine, peut-être que les coûts de transformation de cette maison, de la mise aux normes, va être très cher, qu'elle va être dans un endroit où il n'y a pas forcément un besoin. Et donc là, la fondation va devoir malheureusement refuser l'ensemble de la succession parce qu'elle ne pourra pas répondre à une charge, à une demande précise. Dès qu'une fondation, une association ne peut pas répondre à une demande précise, elle est obligée de refuser l'ensemble du legs qui risque de tomber en déshérence. Donc, d'où l'utilité, quand on a un projet spécifique, une charge, de contacter préalablement la fondation. Parce que la fondation est obligée juridiquement de respecter les charges lors du legs. Tout à fait. Il y a un engagement très clair. Ces dossiers sont acceptés par chaque conseil d'administration des structures et juridiquement, les fondations sont tenues de respecter l'ensemble des charges qu'elles acceptent. Alors, j'imagine qu'il y a un sujet fiscalité également quand on fait un legs à une fondation. Alors,
on peut se demander effectivement s'il y a un réel intérêt de penser fiscalité alors qu'effectivement on parle de transmission ou de testament, mais quel impact sur la fiscalité? C'est une très bonne question parce que quand on lègue, je vais prendre un exemple, 100 à une fondation ou une association reconnue d'utilité publique, elle va être exonérée totalement des droits la fondation, de mutation et de succession. La fondation, je comprends. Donc, elle va bénéficier des 100. D'accord. Et je reviens à mon exemple de tout à l'heure où vous voulez aussi donner une partie à un proche. Bien sûr, c'est bon, j'ai pensé à ça aussi. Oui. Voilà, parce qu'on peut vouloir faire les deux en même temps. On peut se dire, voilà, moi je veux aider la recherche sur Alzheimer et je veux en même temps qu'un ami qui m'a été fidèle, je puisse lui donner une partie du mobilier, Bien sûr, lui donner de l'argent tout simplement. Eh bien, dans ces cas-là, il y a un mécanisme qu'il est important de connaître. C'est le mécanisme du legs net de frais et droits. D'accord. Je prends un exemple concret. Si j'ai un parent éloigné ou un ami, si je lui transmets 100 directement, je vais payer 60 de droits. Oui, bien sûr. Donc, il va avoir 40. Eh bien, si je passe par une fondation comme la Fondation de France, je peux dire, je lègue 100 à la Fondation de France. La Fondation de France va avoir ses 100. Et je demande à la Fondation de France de donner 40 à cet ami. La Fondation de France va payer des droits de succession uniquement sur les 40. Donc 60% de 40. Donc il y aura quand même des droits de succession payés voilà. pour... D'accord, je comprends. Mais que 60% de 40, ça fait 24. Et il va rester 36 pour le projet d'intérêt général et soutenir des actions de la Fondation de France. Donc, tout en donnant toujours 40 aux proches, je peux en même temps servir la cause qui m'est chère. Et ça, c'est un mécanisme qui est trop peu connu et qui permet de donner à un proche, transmettre à un proche, et en même temps... Ça ne marche pas pour des héritiers réservataires, pour le coup. Non. Oui, c'est ça. Là, effectivement, c'est très encadré et c'est de l'argent qui leur va directement. Mais effectivement, on parle d'un ami ou d'héritier indirect. Une question également, on peut être à la tête d'une société, notamment, si je reprends mon exemple immobilier, à la tête d'une SCI. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là quand on donne des parts ou l'intégralité du capital d'une société à une fondation? Alors, ce qui va se passer, c'est que quand le testateur, celui qui lègue, fait ça, son intention, c'est d'être le plus utile possible à la cause qui l'intéresse. Donc, la fondation ou l'association qui va bénéficier de ces parts-là n'a pas vocation à les garder dans la durée. Le but, c'est pas de conserver pour les 100 prochaines années forcément la société. Le but, c'est de les vendre et de les valoriser au mieux. Et donc, ce que va chercher à faire la fondation, c'est de vendre ces parts-là au bon moment pour sortir dans les meilleures conditions et après dépenser cet argent pour ces actions. Donc, il vaut mieux finalement les vendre avant et ensuite faire un don à une fondation, c'est plus simple. Ça dépend. La difficulté à liquider, c'est vrai que si on prend des parts d'une société familiale, mais il va falloir s'assurer avant qu'il y a des acheteurs potentiels et qu'on va pouvoir les rendre liquides. Voilà. On finira là-dessus. Merci beaucoup Vincent Baudin d'être venu sur ce plateau pour décrypter un petit peu les mécanismes de legs à une fondation. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint au développement chez la Fondation de France. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.